Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Et comme vous l'aurez remarqué, Benacaps reçoit pour vous deux femmes motivées, déterminées à changer la mentalité, la façon de voir les raisonnements sur l'éducation de nos enfants. Voilà, c'est un moment vraiment agréable que nous tous nous allons bénéficier de ce qu'elles nous auront à nous dire. Si ce n'est que à ma droite, j'ai bien la charmante dame Sandrine. Et à ma gauche, j'ai bien la charmante dame Annie Boitou. Voilà, Sandrine et Annie qui sont tout autour de moi. Et elles vont parler de leur association. Elles ont monté une association qui consiste à pouvoir aider les enfants avec leurs devoirs. Et la raison pour laquelle Benacaps les a invités pour qu'elles puissent nous expliquer. Avant de devoir nous expliquer, nous allons d'abord comprendre et savoir d'où est née cette idée. Par qui je commence? Par Annie. Par Annie. Pour l'école des devoirs. Pour l'école de devoirs. D'où est née cette idée de faire une école de devoirs? En fait, l'école des devoirs est née suite à un constat. On s'était rendu compte dans notre communauté, surtout de côté flamand, dont par néerlandais, que les enfants n'arrivaient pas à l'école supérieure ou bien à l'université. Suite à ces constats, on s'est dit, suite à ces constats, il y a aussi pas mal de parents qui sont venus un peu se plaindre, disaient voilà, mon enfant à l'école, les professeurs veulent les mettre à l'école professionnelle, mon enfant à l'école maternelle, il a doublé. Il y avait même des enfants qui ont doublé 3 fois l'école maternelle. Moi, quand j'entendais ça, c'était un truc que je trouvais ça vraiment fou. Donc, j'ai reçu pas mal de réclamations au niveau des parents. Ils expliquaient des histoires, mais quand tu entends, tu dis, mais il y a un problème. Comment un enfant peut rater 3 fois l'école maternelle ou bien la primaire? Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup des échecs. Et aussi, nos enfants étaient mal orientés. Je peux donner un bête exemple. Moi, j'ai aujourd'hui ma sœur qui a eu plusieurs masters, mais arrivée à l'école en 6e primaire, son professeur lui dit elle ne peut pas aller en secondaire, elle doit aller au niveau professionnel. Mais ma mère, quand même, comme elle avait déjà d'autres enfants, elle s'est dit, mais ma première fille, donc en parlant de moi, elle avait moins de pourcents, elle a pu faire l'école secondaire. Pourquoi elle doit être mal orientée? Donc, il y avait pas mal de... Les enfants sont mal orientés, il y a beaucoup de taux d'échec, les enfants n'arrivent pas à l'école supérieure. Et c'est là où on s'était dit, il faut quand même faire quelque chose pour notre communauté. Donc c'est vraiment de là que l'idée est venue pour un peu arrêter ces cycles d'échecs. Je pense que cette idée n'est pas venue seule. Sûrement vous êtes aussi passé par là, vous vous êtes dit pourquoi ne pas pouvoir aider non seulement vos enfants et les autres enfants aussi. Oui, voilà. Moi, j'ai une autre histoire, hein, mais Sandrine va bien expliquer. Moi, j'étudie en côté francophone. Il y a aussi des difficultés, mais moins qu'au niveau flamand. Donc, moi, mon expérience, c'était vraiment, en tant qu'aujourd'hui, je suis maman, j'ai 3 enfants, c'était tous les plaintes. Les enfants se plaignaient. Ou bien même quand j'entendais mes frères et sœurs qui étudiaient à l'école flamand, ce qu'ils me racontaient, c'était des trucs, tu dis, mais c'est pas possible. Moi, je me rappelle ma sœur, elle me racontait souvent, à l'école, on les appelait nègres. Pour dire, soit traduit en français, c'est nègre. Et tu vas demander maintenant à ton professeur, alors je disais au professeur, on ne peut pas dire ça, parce que nègre, c'est un mot qui a une histoire derrière. C'est un truc négatif. Donc, on peut seulement dire les hommes noirs ou africains. Et les professeurs étaient étonnés, répondaient, mais comment on doit vous appeler alors? Un professeur qui répond ça. Donc, et puis, c'est qu'il y a, notre génération à nous, c'est aussi l'époque où Vlaams Belang était très très fort. Il y a 10 ans passés, c'était eux qui dominaient. Donc, on avait beaucoup de professeurs Vlaams Belang. Il y avait une politique qui était vraiment faite pour écarter nos enfants. Donc, maintenant, c'est quand même un peu... On va dire qu'ils ne sont plus vraiment dans le pouvoir, mais c'est comme maintenant en France avec Marine Le Pen, quand un parti d'extrême monte, les gens vont s'exprimer plus facilement, comme avec Trump aux États-Unis. Mais nous, on vivait dans cette époque-là, l'extrême droite était très forte en Flandre, donc les gens n'avaient plus honte de s'affirmer qu'ils étaient. Et nos enfants, malheureusement, il y a des enfants qui sont tombés sur des mauvais profs, que les enfants ont été mal dirigés. Dis-moi Sandrine, vous avez fait vos études, vous êtes avocate, c'est ça? Juriste. Vous êtes juriste, vous avez fait vos études ici en Belgique, précisément en Flandre. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'école? Donc, à l'école secondaire, j'ai pas rencontré autant de difficultés, mais comme Annie expliquait, quand je suis arrivée en première année en secondaire,
J'étais pas fort en mathématiques et donc mon professeur de mathématiques donc m'a suggéré de changer d'option, d'aller vers technique parce que j'étais en général en première année et donc elle a estimé que je serais mieux en technique parce que je n'étais pas fort en maths. Chose étrange parce qu'il y avait des autres collègues aussi, camarades de classe, qui n'étaient pas forts en maths, mais qui n'étaient pas orientés vers le technique. J'envisageais de suivre donc cet avis qu'on m'a donné par le professeur, mais j'avais donc une copine de classe qui m'a dit non, Sandrine, tu restes en général afin qu'on puisse être ensemble. Donc je suis restée en général et donc j'ai fait toutes mes années secondaires en général dans une école flamande et j'ai jamais eu des problèmes en fait. C'était pas tellement compliqué pour moi. Les problèmes ont beaucoup plus commencé au niveau supérieur. Donc j'ai fait mes études universitaires à l'université d'Anvers. J'ai fait donc le droit. Et là, j'ai constaté que j'étais pas suffisamment bien préparée pour l'université. Donc c'était un challenge. J'étais parmi les seuls noirs donc à l'université d'Anvers dans l'option droit, dans une auditoire où il y avait 500 élèves en première année. J'étais la seule noire dans l'auditoire. Attends, là tu dis la seule dans l'auditoire au milieu de 500 personnes. Au milieu de 500 personnes, on était à deux, pour être précise. Une qui était adoptée, qui avait donc le soutien de sa famille, et moi, qui était d'origine africaine, qui a grandi dans une famille africaine. Pour le reste, les 498 élèves, c'était tous des Belges, quelques Marocains. Mais donc, c'était vraiment... Pour moi, c'était très choquant parce que si on sait que dans la ville d'Anvers, il y a 177 nationalités qui habitent dans cette ville, donc c'est même le deuxième ville le plus multiculturelle. Alors c'est étonnant de voir qu'à l'université, cette diversité n'est pas du tout reflétée. Donc c'était vraiment choquant et c'est ça qui m'a poussée à vouloir faire quelque chose pour la communauté africaine. Je me suis dit, donc ensemble avec Annie et des autres personnes, on s'est dit il faut qu'on s'élève pour l'éducation de nos jeunes, il faut qu'on mette une structure en place. Donc on a créé une association qui s'appelle Kilalo. Ça fait maintenant presque 4 ans et on essaye au travers d'écoles de devoirs soutenir les jeunes et là on a aussi des projets de parrainage pour les enfants qui sont à haute école ou université, de aussi les soutenir et de montrer un bon exemple. Là tantôt nous allons parler de l'association, mais moi j'aimerais juste savoir, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a discrimination à l'école concernant nos enfants? Je ne sais pas qui peut répondre. En ce qui concerne l'épanouissement, la réussite de nos enfants. Vous pensez vraiment qu'il y a déjà discrimination chez nos enfants dès le bas âge? Ça, c'est un peu une question difficile parce que pour trouver des preuves, c'est un peu compliqué. Hein? Mais c'est voilà. Mais c'est que moi, je voudrais dire aussi, comme je disais, nous, on est la deuxième génération. Nos parents à nous, quand ils ont étudié, c'était pas les mêmes contextes. Par exemple, souvent nos parents vont nous dire j'allais à l'école à pied, parfois j'ai mangé pas, j'étudiais sous une lampe, sous une ampoule. Mais les réalités à eux, c'est pas les nôtres. Moi, j'ai vu ici, aujourd'hui je suis maman, je vois que mes collègues au travail, quand c'est les mois de juin, ils prennent congé pour étudier avec les enfants. Donc, pour moi, le plus important, même s'il y a discrimination, on doit apporter les réponses. Les réponses, c'est quoi? Chaque parent doit suivre son enfant, même si tu n'as pas bac plus 5 ou bac plus 10, mais juste les faits. Parce que nos parents, moi, ce que j'ai constaté, ils veulent qu'on réussisse. Ils veulent qu'on soit bien épanoui, mais on n'a pas les clés. Et ils voient, par exemple, Usain Bolt, avant qu'il gagne, il a dû s'entraîner. On ne va pas mettre à Usain Bolt, vas-y, allez, va gagner. Il ne va jamais gagner parce qu'il a dû travailler dur. Et nos parents, souvent, dû à notre éducation aussi, à leur éducation plutôt, ils veulent les succès, mais on n'a pas tous les armes à portée de main. Par exemple, un bel truc, il y a beaucoup de parents, c'est pas pour condamner, mais beaucoup de parents, ils ne savent pas qu'est-ce que leur enfant fait à l'école. Tu vas demander, maman, ah, il est à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je ne sais pas, il est à l'école. Et donc, je me dis... je vais donner un exemple personnel. Moi, j'ai 3 enfants. Ma première fille, c'est plutôt quelqu'un littéraire. Comment je sais ça? Elle va s'asseoir sur une table, elle va écrire, dessiner. Donc, c'est son talent à elle. Mais j'ai une deuxième, c'est une sportive. Elle court beaucoup.
Et je me rappelle à l'école maternelle, ma première fille, sa youth, elle vient me voir parce qu'il faut aller aux réunions des parents. Il faut vraiment aller. Ça, vraiment, il faut aller. Elle me dit, oui, mais pourquoi ta fille ici, elle ne court pas? Les autres enfants courent, elle ne court pas et tout. Donc, pourquoi trouver ça étrange? Moi, je dis non. Je dis, ma fille, c'est son caractère. Donc, je sais qui elle est. Je dis, elle aime bien s'asseoir, faire des dessins. Donc, elle n'est pas obligée de courir comme tous les autres enfants. Chaque enfant est différent. Donc, ce qui se passe, nous les parents, on doit connaître d'abord nos enfants. Quel talent ils ont. Comme ça, quand tu vas devant la youth, si tu dis n'importe quoi. Tu sais, quand vous dites souvent la youth, ceux qui nous regardent disent, mais la youth, là, c'est quoi? La maîtresse, la maîtresse des classes ou bien l'institutrice. Quand elle va te raconter, oh, ton enfant, par exemple, oh, ton enfant, il fait pas ça, il fait pas ça. Il commence à dire des trucs. Mais toi, si tu connais ton enfant, ses qualités, tu peux répondre. Moi, parfois, il disait que une fois m'a dit, c'était un truc que j'avais jamais entendu, que ma fille devait aller chez les kinés pour apprendre à écrire. C'est un truc que je ne connaissais pas. Moi, j'ai dit à madame, je dis, écoutez, c'est un truc que moi, je ne connais pas. Donnez-moi les cahiers d'exercices que faites en classe. Moi-même, je vais faire avec elle. Donc, il faut, quand la madame dit quelque chose, elle doit sentir que sinon, il y a quelqu'un qui est derrière cet enfant. On ne doit pas abandonner nos enfants aux professeurs. C'est quand nous, les parents, on les abandonne entre leurs mains, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai commencé à faire les ronds avec ma fille, apprendre à faire des formes, et ça va mieux aujourd'hui. Donc, ça va de deux côtés. Si les professeurs voient que les parents, il n'a jamais vu les parents en classe, l'enfant ne rend pas les devoirs, l'enfant, les bulletins n'est pas bien, que les parents ne viennent pas, qu'est-ce que le professeur va penser? Il va dire, oh, ok, on m'a donné cet enfant, j'ai fait ce qu'il veut. Si les professeurs, maintenant, il est de mauvaise foi, ou bien il est occupé, il a 20 enfants, lui, il n'est pas venu pour ton enfant seulement, tu vois ce que je veux dire? Et là, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu abandonnes ton enfant au professeur. Donc, je dis, ça doit être de deux parts. Il y a la discrimination, ça, je ne vais pas en douter, c'est sûr et certain. Mais comment résoudre ces problèmes? C'est nous, les parents, on doit donner tous les armes à nos enfants pour qu'ils restent dans ces sociétés. Et c'est ça le but de l'école de devoir. Comme je dis toujours, nous, on n'a pas de network. On n'a pas papa qui est, je ne sais pas où, on n'a pas, on est la deuxième génération. On n'a pas ça. L'ascenseur social peut avoir seulement par l'école. Donc, si nous, on rate ça, après, c'est difficile pour nos enfants. Pour couper les cercles de galère, de la pauvreté, c'est par l'école. On a la chance, vraiment, moi, d'être dans un pays où l'école est gratuite. Même s'il y a les Minerval, mais l'université est quasi gratuite, tu as les bourses. Donc, on est dans un environnement où on devrait réussir. On nous a tout facilité. Et maintenant, nous, à nous parents, c'est d'être derrière nos enfants, de les suivre, de faire les devoirs. Moi-même, ma fille, elle est en première maternelle. Quand elle vient de l'école, je demande comment ça s'est passé. Tu as joué avec qui? C'est qui ta meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, même si elle a 3 ans et demi, elle a des sentiments comme nous tous. Je la demande toujours, tu as joué avec qui? Qui est ta meilleure amie? Vous avez chanté quoi à l'école? Donc, elle sait qu'il y a une interaction. Et quand j'arrive toujours le matin, je ne la laisse pas comme ça, ciao, bonjour à la maîtresse, je demande comment ça va. Je fais ça aussi pour mon enfant. Je prépare les terrains pour elle. Il ne faut pas laisser comme ça, tu laisses l'enfant, tu parles, la madame ne t'a jamais vu, vous n'avez jamais parlé. Il faut préparer la route pour ton enfant. Donc, c'est à vraiment nous d'être le garde-fou pour que, même s'il y a discrimination, mais nos enfants soient solides. Donc, rajouter quelque chose? Voilà, j'aimerais rebondir sur cette question. Pour moi, je partage tout à fait ce que Annie a dit, mais j'aimerais aussi préciser qu'il y a beaucoup de discrimination dans les éducations néerlandophones. Il y a vraiment beaucoup de discrimination parce qu'il y a tout un politique derrière ça, en fait. Beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont une autre origine sont orientés vers des orientations, par exemple, professionnelles, techniques. Il n'y a rien de mauvais en ça. Mais en fait, ils ciblent toute une population. Et c'est ça le problème. Parce que je ne suis pas convaincue que tous ceux qui sont congolais doivent être dans une option qui est professionnelle ou technique. Je crois qu'il faut regarder, comme Annie disait, le talent de la personne. Mais la politique dans l'éducation flamande, c'est vraiment envoyer les jeunes systématiquement dans professionnel, les jeunes issus d'une immigrée, des jeunes qui ont une autre nationalité, les envoyer systématiquement dans ces options-là. À part professionnel ou technique, on les
les envoie aussi dans des écoles spéciales. En tant que juriste, je suis très conscient de cette problématique parce que la Belgique a été condamnée par la Cour européenne de droits de l'homme par ses pratiques discriminatoires dans l'éducation. Dans l'éducation. Donc, ils ont constaté que la Belgique a au moins 8 catégories où ce qu'ils mettent les enfants. Donc, les enfants sont en général techniques, professionnels, mais ils sont aussi, à part ça, dans des écoles spéciaux, donc Buzo, et il y a encore tellement de catégories. Et donc, c'est vraiment tout différent que l'éducation dans des pays scandinaves. Là où ce que, peu importe les enfants qui sont de quelle nationalité, tant qu'ils sont dans ces pays-là, il y a une éducation qui prend tous les enfants en charge, qui regarde vraiment vers les talents de l'enfant. Donc là, j'aimerais vraiment attirer l'attention aux frères et sœurs, aux mamans et papas qui regardent, d'être vigilants parce qu'il y a une politique qui est réelle. Donc, la Belgique a été condamnée. Moi-même personnellement, on m'a avisé de faire technique pour aucune raison parce que mes collègues qui étaient belges, qui avaient aussi des problèmes, par exemple en néerlandais par moment ou en maths, eux, on les a pas avisés de faire une autre option. Et donc, il faut vraiment qu'on soit conscient. Et même maintenant, il y a un changement de structure de l'éducation. Donc, il y a un changement. Dernièrement, il y a des lois qui ont été votées pour changer la manière dont on a notre structure de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'au lieu de mettre des catégories, au lieu de mettre général, professionnel, technique, ils veulent d'abord permettre que les jeunes soient ensemble, qu'il n'y ait pas de catégorie en secondaire, que ces catégories soient à partir de l'âge de 14 ans, 3e secondaire, que du 1er au 3e, que les enfants puissent être dans le même bain, comme ça ils ont une même base. Parce que si dès bas âge on t'oriente vers quelque chose, c'est très très dur de sortir de cette cadre qu'on vous a placé. Et en fait, on diminue, on réduit vos chances de réussite. Donc, c'est un peu ça que je voudrais un peu plus rajouter. Mais d'accord. Les mamans, elles ont vraiment, mes deux femmes, elles ont vraiment beaucoup à dire. Donc, c'est quelque chose qui les tient à cœur et elles aimeraient vraiment changer cette mentalité. À vous tous qui nous suivez, vraiment, il faut comprendre cette émission et aussi aller aider d'autres personnes pour leur faire comprendre que non, c'est une politique. Il ne faut pas tout accepter. C'est pas parce que le professeur dit que ton enfant doit aller à une école spéciale et qu'on te dit que ton enfant doit reprendre l'année et qu'on te dit, mais c'est vrai que tu n'acceptes pas, mais en même temps aussi, il faut réfléchir et penser si aussi vous avez mis du sien. Oui, parce qu'il ne faut pas dire non juste pour dire non. Il faut se dire que non, j'ai le temps de voir aussi les résultats de vos enfants. Si vous voyez que non, mon enfant peut y arriver, vous allez discuter. Mais si vous voyez que vos enfants n'y arrivent pas, trouvez tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aider les enfants. On a pouvait répondre. C'est juste pour la réforme que Sandrine disait, parce que ça aussi c'est important. Hein. La réforme, ça avait été proposé par les partis socialistes flamands. Mais c'était le but, c'était que on ne puisse plus orienter les enfants comme on faisait. Par exemple, un enfant qui est intelligent, on va te mettre directement en technique, en professionnel, pour que tu ne puisses pas réussir plus tard. En fait, tu sois dans des postes limités. C'était donc à partir de 14 ans, quand on suppose qu'un enfant est un peu plus mûr, comme ça, il peut faire son choix. Mais malheureusement, cette loi-là, il y a beaucoup de problèmes et je ne crois pas qu'elle va passer. Parce qu'il y a des partis qui s'opposent, par exemple, comme la NVA, et ils ont dit que chaque école doit décider. Par exemple, l'école catholique a dit, nous, on ne va pas changer, ça va rester comme ça. L'école provinciale a dit, nous, on va faire ça. Donc, c'est un peu les chaos. Donc, c'est pour dire que chacun chacun veut garder quelque chose qui les privilégie. Parce que souvent, l'école catholique, c'est l'école des élites. Et ils sont contents, ils sont entre eux, que les enfants... Donc, ils ne veulent pas changer parce que pour eux, tout marche. Mais c'est pour nos enfants à nous qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aussi, c'est pour ça même quand on parle, tout le monde ne doit pas s'intéresser à la... Enfin, on ne doit pas s'intéresser à la politique, mais il faut quand même savoir qu'est-ce que les hommes politiques aussi décident pour nous. On a voulu contrer ça, mais il y a des partis qui n'ont pas voulu. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Et j'ai encore répondu sur les derniers points, c'est que vraiment, moi, je vais répéter, prenons le temps pour suivre. Quand l'enfant revient à la maison, moi, c'est que j'ai fait toujours. Allez, je sais que toutes les difficultés qu'on rencontre, les enfants, ils regardent un peu la télé, ils mangent, et après, on commence les devoirs, j'ouvre, je regarde ce qu'on doit faire.
Je donne un bête exemple. Moi, j'ai 3 enfants, mais mon dernier enfant avait un peu de problèmes de santé. Donc, j'avais un peu négligé la grande qui avait besoin à ce moment-là de mon aide. Elle me revient avec un rapport. Je vois 35% en dictée. Ça m'avait fait un peu mal. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un peu parlé. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai pas rempli. À ce moment, moi, en tant que maman, j'avais un peu abandonné. Je me suis focalisée sur un enfant et je l'ai... Et après, ce qu'on a fait, j'ai pris tous ces livres parce que nos enfants, ils ont des cahiers. Vous demandez. Elle m'a sorti tous ces cahiers. Tous les mots où j'avais vu qu'elle avait faux, j'ai pas répété tout. J'ai noté. On a répété, répété. Elle a fait la dictée. Elle m'a dit, elle a eu 91%. Elle était fière. Donc, c'est pour dire quoi? Nos enfants ont cette capacité. Ils sont capables, mais si on n'est pas derrière, ça va pas marcher. Et même la prof, elle a écrit dans son bulletin, 91%. L'autre fois, la prof me disait, ah, je sens que ta fille, maintenant, elle est plus épanouie et tout. Nos enfants, parfois, surtout dans nos familles africaines, ils voient comment on est un peu débordé en cours. Parfois, ils n'arrivent pas à venir vers nous pour nous dire leurs problèmes. Mais moi, quand c'est le moment de devoir, j'essaye. Parce que je sais que ce n'est pas évident. On a souvent des familles nombreuses. Elle a son bureau. Elle va d'abord dans sa chambre, elle-même. Elle fait ses devoirs sur son bureau. Et après, quand elle finit, je viens, je regarde. Mais je ne donne pas la bonne réponse. Où est-ce qu'elle a faute? Je vais lui demander, explique-moi comment tu as fait pour trouver la réponse. Comme ça, elle aussi, elle voit son erreur. Mais je ne donne jamais la bonne réponse. Si on doit faire ça 10 fois, on va faire 10 fois. Dites-moi, en tant que juriste, à l'école, quand les parents ont une convocation avec le CLB, en côté Wallon, je ne sais pas c'est quoi, c'est CLB PMS avec le PMS. Quand ils ont rendez-vous, une convocation pour aller au PMS et qu'ils veulent que leur enfant puisse aller à une école spéciale, est-ce que le parent peut refuser à ce que son enfant puisse aller à une école spéciale? Oui, tout à fait. Les parents ont le droit de refuser. Donc, il faut vraiment faire attention vers les avis que les professeurs donnent ou le PMS donne, parce qu'ils sont pas toujours vrais. Il y a moyen de demander des autres avis, des autres professeurs, voir dans quel cours, par exemple, votre enfant excelle, et demander à ce prof de donner un autre avis, un contre-avis. Et vous avez toujours la possibilité de changer d'école si vous voyez que l'école où ce qu'on enfant est, que les professeurs et les PMS ont décidé que pour eux, cet enfant n'avait pas de place, par exemple, en général ou technique, ou bien même en professionnel, parce que pour eux, c'était mieux que l'enfant part vers une école spéciale. Vous pouvez refuser. D'ailleurs, en fait, je vais beaucoup plus vous pousser à refuser, parce que souvent, c'est un moment, donc on donne un avis pendant un moment de la vie de votre enfant, mais l'enfant peut encore évoluer. Donc il suffit juste de travailler les problèmes de l'enfant, il suffit de mettre plus d'efforts, il suffit de partir vers une association pour qu'on aide, ou bien prendre un professeur privé, et il y a moyen d'obtenir des bons résultats. Or, si vous suivez donc cet avis, par après, pour que l'enfant revienne vers une école normale, qu'il soit donc dans une option générale, technique ou professionnelle, c'est très très compliqué. Les autres écoles vont quasi refuser. À partir du moment où quand vous cadre dans une option, vous pouvez quasi plus vous détacher. Ou bien ils vont vous dire donc que l'enfant doit redoubler. Donc c'est une option aussi. Mais quand vous y opposez, vous avez plus de chances en fait à faire du bien à votre enfant. Comme Annie avait dit, il ne faut pas s'opposer pour rien, il faut s'opposer pour trouver une solution et lui prouver que votre enfant a bel et bien le droit de rester dans cette école. Il y a tellement à dire, je sens qu'il y a tellement à dire. Nous allons maintenant parler de l'association Kilalo. Qui est la responsable de Kilalo? Kilalo, bon, je suis présidente, Annie est vice-présidente, mais c'est une équipe en fait. C'est une équipe, c'est un team. On est à 8 dans cette association qui gère vraiment donc l'équipe. À part ça, on a beaucoup de bénévolats. On a plus ou moins 30 à 40 bénévolats qui nous aident et on a beaucoup des élèves qui suivent École de devoir chez nous. Donc c'est comme une famille en fait. À part Kilalo, est-ce qu'il y a aussi d'autres écoles de devoir qui sont, comme association par notre communauté? Effectivement, il y a des autres écoles de devoir, on ne les connaît pas tous, mais il y a une sur Anvers d'une femme africaine, donc Symbiose. Elle a là un autre système, c'est en fait que les enfants, donc elle cherche des bénévolats qui viennent à la maison pour aider les enfants, et c'est quasi gratuit aussi, donc comme chez Kilalo, mais chez Kilalo, il faut amener l'enfant vers nos locaux, et là on pourrait les aider.
Et comment ça s'organise? Comment, si un parent veut... déjà, ça se trouve où? Et comment cela se passait aujourd'hui? Après l'émission, il y a un parent qui dit, bah, ok, moi aussi j'ai envie de devoir emmener mon enfant là-bas. Comment, quelle démarche le parent doit faire? Non, c'est très simple en fait, hein. Donc il y a des fiches que les parents doivent remplir et ensuite les écoles sont en Anvers en fait. On a 3 locations. Ceux qui habitent en Anvers, c'est vraiment, on va dire dans le Koningsplein, c'est un quartier très populaire en Anvers. C'est la maison du quartier. Donc c'est chaque mercredi de 17h à 19h. On a aussi samedi, les gens qui habitent aussi en Anvers connaissent, hein, c'est une association qui s'appelle IFCA, hein, l'association de femmes. Ça, c'est vers les palais de justice. Ça, c'est les samedis. Et on fait également aussi les samedis, toujours à Koningsplein, dans les quartiers africains. Ici, je ne sais pas si on doit donner nos coordonnées pour inscrire ou bien... Je pense que ce serait mieux, peut-être. Mais vous avez déjà donné l'adresse, mais c'est à quelle heure? Peut-être le parent peut passer... Donc, c'est... les gens connaissent, hein, ça s'appelle, comment s'appelle la maison, on va dire maison africaine. C'est à Koningsplein, comment on dit, Buurthuis, maison du quartier. Et là, c'est chaque samedi, de 17h à 19h. Mercredi plutôt, de 17h à 19h. Et les samedis, c'est à Ifka. C'est, comment ça s'appelle, c'est près du palais de justice. Et là, c'est de 10h à 14h. Et les samedis aussi également, il y a aussi, comment dire, maison du quartier, toujours au quartier Koningsplein. Et là, vous avez déjà combien d'enfants qui viennent à l'école de devoir? On en a pour l'instant donc 50 qui viennent. 50. Eh bien, félicitations. Hein. Et comment vous faites votre pub? Est-ce que c'est quelque chose que vous en parlez directement aux écoles pour qu'ils sachent que il y a une association qui est là de devoir pour aider les enfants, ou bien vous allez plus dans notre communauté pour voir intéresser aux parents pour qu'ils puissent emmener les enfants? Comment cela se passe? Donc, c'est vrai que ça fait vraiment depuis un an et demi que là, vraiment beaucoup sollicité. Donc, beaucoup des écoles nous contactent. Et donc, il y a plusieurs groupes en fait. Il y a le groupe École des devoirs. Et là, souvent, on reçoit des mails pour aller dans les écoles, pour voir un peu comment on peut travailler. Au début, c'était vraiment pour les enfants africains. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment une école avec les enfants africains. Les enfants africains sont un peu plus dispersés. Et donc, maintenant, c'est plutôt nous. On va vers les parents pour leur dire, voilà, si vous avez besoin qu'on aide votre enfant. Et les parents amènent leurs enfants. Et normalement, à partir de septembre cette année, on aura tous les flyers, tous les posters, comme ça, faire encore plus de publicité. Mais pour le moment, on va dire c'est beaucoup de bouche à bouche. Et les écoles nous contactent aussi énormément. Oui. Bon, dites-moi. Quel est votre objectif à atteindre? C'est vrai que là, vous avez 50 enfants. Vous avez différents locales pour que les enfants aillent faire les devoirs. Vous avez des bénévoles pour vous aider aussi. Quel est votre objectif à atteindre après avoir fait ça? C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? C'est qui veut bien répondre? Après, tu complètes. Hein. En fait, l'objectif... On est une équipe de 8 personnes, donc on est très très ambitieux. C'est 8 personnes extraordinaires qui sont des profils vraiment différents. Donc on est extrêmement ambitieux. Une des objectifs, c'est aussi on aimerait avoir donc cette école de devoir qui est pour l'instant située à Anvers dans toutes les grandes villes flamandes. Donc nous sommes... Là, vous abandonnez les Wallons. Dans l'avenir, on pourrait effectivement partir aussi dans des villes. Avoir fait dans toutes les grandes villes flamandes, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a des graves problèmes dans le côté flamand, en fait. Il y a une grande discrimination et c'est pour ça que on aimerait à premier instant donc cibler les villes flamandes. Mais donc voilà, on aimerait avoir plus d'enfants. On aimerait aussi collaborer avec des écoles. Il y a quelques écoles qui nous ont contactés, mais on aimerait qu'il y ait plus d'écoles. Vraiment, on aimerait être en fait un point de référence pour l'école, pour les parents, pour la communauté. Donc, on aimerait aussi être connu au sein de notre communauté parce que c'est pour eux qu'on le fait. Donc, on aimerait qu'ils sachent qu'on est là
ils sont pas seuls, ils doivent pas être frustrés eux-mêmes, qu'ils viennent vers nous et on va travailler en équipe, on doit s'organiser en tant que communauté. Il y a beaucoup de communautés qui le font, les communautés juives, les communautés maghrébines. Donc les Européens, ils sont dans leur pays, donc c'est leur structure. Mais nous, les Africains, on a vraiment beaucoup plus du mal. Donc on aimerait être visible en tant qu'Africains dans les écoles, qui sachent qu'il ne faut pas qu'on traite nos enfants n'importe comment, qui sachent qu'il y a une association qui est là derrière, il y a des parents qui nous connaissent, on est en collaboration toutes les fois, et vraiment que les gens puissent nous prendre au sérieux en tant que communauté. C'est une de nos soins en fait. Cela est gratuit ou payant? C'est quasi gratuit, hein. Et mais c'est qu'il y a... Quasi. Oui, hein. Oui. Par an? Par an. Donc c'est 25 € par an et on a vraiment des bénévoles. Ce qui est très important, ce sont des jeunes Africains. Donc ils connaissent les systèmes éducatifs, ils savent comment il faut aider les autres. Et on reçoit aussi les subsides de la communauté flamande. Et pour en plus rebondir un peu sur ce que Sandrine disait, qu'on soit vraiment un point de repère pour notre communauté. Et il y a une nouvelle démarche, donc on est en train aussi de travailler sur ça. Moi, ce que je voudrais aussi, qu'on puisse diriger nos enfants vers tout ce qui est scientifique. Je voudrais qu'on puisse former en fait une Silicon Valley africaine. Parce que, comme j'ai dit, chaque enfant a son talent et tout. Tout le monde n'est pas obligé de faire médecin, plombier, mais je me dis aussi, il y a je me suis rendu compte qu'on choisissait beaucoup les domaines sociaux. Je crois que c'est par rapport à notre histoire. Hein. On choisissait beaucoup ces filières-là et qu'il faudrait aussi maintenant diriger nos enfants dans les filières où il y a l'emploi, dans les filières aussi, que ce soit pour les filles et les garçons, qu'on soit maintenant plus dans ces filières-là aussi pour pouvoir aussi exister. Comme moi je dis toujours, il n'y a pas de racisme. Les seuls racismes qui existent, c'est le racisme social. Donc entre les pauvres et les riches. C'est ça qui fait qu'il y a tous ces conflits, tous ces extrêmes et tout. Donc moi, vraiment, mon rêve à moi, c'est que nous ayons plus d'enfants, qu'on puisse vraiment avoir des jeunes de qualité, des gens qui vont changer cette société. Parce que, je vais donner un exemple, peut-être, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Par exemple, l'Afrique, il y a toutes les matières premières. On n'a pas des experts. Les experts, ce sont les Européens qui viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils partent. Nous, par exemple, au Congo, on a les coltans, mais je ne sais pas si on a des ingénieurs qui peuvent faire aussi les GSM au Congo. On a tout ce qu'il faut sur place. On a, comme on dit, on a les barrages hydrauliques les plus forts au monde. Et c'est dans toute l'Afrique hein, qu'il y a tout ça. Mais on s'est rendu compte, je ne sais pas si c'est les colonialismes, si on s'est fait arnaquer quelque part. On est beaucoup dans les sciences, la littérature, la philosophie. Mais pendant que nous, on a les matières premières, on n'est pas là-dedans. C'est les gens qui viennent de l'étranger, ils font ce qu'ils veulent, ils partent. Donc moi maintenant mon combat c'est ici déjà que nos enfants soient dans les filières scientifiques. Ça va pouvoir aussi les permettre d'avoir un pouvoir d'achat. Comme ça aussi au plus on devient fort, moins on va jouer avec nous. On aura aussi, nos enfants seront aussi respectés. Et si un jour il y a des jeunes qui disent oh, voilà j'aimerais bien aussi aller investir, si tu as tous les sciences en main, tu peux aussi aller là-bas, tu prends les matières premières et tu peux développer aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tous ces travaux, mais déjà, moi, ce que je voudrais répondre, c'est sur Kilalo, c'est vraiment une équipe fantastique. C'est pas parce que c'est Kilalo, mais on a 8 jeunes, mais franchement, enfin, moi, je suis plus jeune. On a 8 personnes de qualité. Franchement, c'est chaque personne a son talent, chaque personne a. Et c'est ça aussi, on n'est pas que des Congolais, il y a d'autres nationalités. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi notre force. On doit aussi apprendre à travailler ensemble pour notre communauté. Parce que moi, je dis toujours, si l'enfant du voisin qui est africain qui réussit, moi je suis fière. Tu vois ce que je veux dire? C'est une fierté pour moi. Ce n'est pas mon enfant, mais le fait que l'autre enfant a réussi, c'est une fierté pour notre communauté. Ça va être un exemple. Comme aujourd'hui, on a Sandrine qui est un exemple. Donc là, il y a beaucoup d'enfants qui sont des exemples, des modèles. Et nos enfants, ils ont aussi besoin de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit vraiment aux parents, ne laissez pas vos enfants à la maison. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous pouvez toujours contacter Kilalo. On est là pour vous. Et aussi, par rapport au CLB, au PMS, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dirigé, donc on a fait aussi une structure à Kilalo. Il y a une assistante sociale et une qui travaille déjà dans le domaine de l'enseignement. Ils sont là aussi pour aider les parents. Donc, moi, je dis toujours, on amène facilement nos enfants à aller jouer au foot les samedis, ce qui est bien, hein, à la danse, parce que tout le monde aimerait que son enfant soit Messi.
Mais Messi, il n'y a pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien de Messi il y a. Ça, Pelé aussi, il n'y a pas beaucoup. Beckham. Mais il y a un truc où tu ne vas pas être dessus. Si tu suis ça bien, tu donnes ton enfant les bics, tu l'enseignes bien. Crois-moi, tu ne seras pas dessus. Si l'enfant est suivi. Parce que le foot, c'est un talent. Les sports, il faut avoir les talents, à vrai dire. Mais l'enseignement, c'est pas seulement dans tous les... Il y a plusieurs facultés, plusieurs domaines, plusieurs études. Si tu donnes tous les armes à ton enfant, il va bien réussir. Dans les sports, c'est bien aussi, on doit faire, on dit quoi, un corps sain dans un esprit sain. Mais moi, j'ai aussi mes frères qui ont fait du sport haut niveau. Premièrement, tu dois avoir les talents. Deuxièmement, les corps qui suivent. Si on met tout là-dedans, un jour, si l'enfant se blesse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les sports, c'est bien, la danse, la musique et tout. Mais moi, je crois vraiment les plus importants, c'est les études. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission et je voulais juste encourager mes deux dames qui sont là parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Aujourd'hui, se lever avec détermination pour changer les choses dans notre communauté, il faudra que nous tous, nous puissions être ensemble. C'est pour l'avenir de nos enfants. Demain, ça sera une fierté de voir que dans notre communauté, il y a beaucoup d'enfants qui réussissent, qui vont de l'avant, qui deviennent le modèle pour même la nouvelle génération qui va venir. Parce que là, c'est la deuxième génération qui est là, qui ont dit, il faut changer les choses. Comme vous voyez à côté de moi, il y a une juriste. Donc, pourquoi pas en avoir plusieurs? Pourquoi ne pas avoir des avocats, des pilotes dans tous les domaines? Donc, cela est possible. Tout dépend de votre motivation aussi et tout dépend aussi de votre détermination pour la réussite de vos enfants. Voilà, Kilalo est là pour vous. Quelle serait votre devise, Kilalo? Je peux dire quoi, les Kilaloïens? Les Kilaloïens? Yon. Mais c'est en néerlandais, vas-y, dis les trois. Donc, en néerlandais, qui veut dire begeleiden, qui veut dire donc soutenir, motiveren, motiver, inspireren, inspirer. Voilà. Donc, être, soutenir, motiver et inspirer. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Si tu veux, tu y arrives. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci bien de nous avoir suivis. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous.